Salut tout le monde. Aujourd'hui sur Actu Réfractaire, on se fait un petit hors-série spécial international concocté par Paul, puisqu'on va se demander à quoi jouent les États-Unis en Iran, est-ce qu'on est au bord d'un nouveau conflit au Moyen-Orient, et est-ce que Trump va négocier là-bas. C'est ce qu'on va voir ensemble. Depuis quelques semaines, les éditos et la presse nous parlent à intervalles réguliers des discussions qui se déroulent entre le gouvernement iranien et états-unien au sujet d'un accord concernant le dossier nucléaire de l'Iran. Le 7 avril, Donald Trump, qui à son habitude attaque frontalement le régime iranien, surprend la presse en annonçant la reprise des négociations. Et effectivement, le 12 avril ont eu lieu les premières discussions à Oman, avec Steve Witkoff et Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, même si les deux délégations étaient dans des pièces séparées. Le 19 avril se tenaient de nouvelles discussions à Rome, puis enfin dernièrement le 11 mai à Muscat, toujours dans le royaume d'Oman. Mais alors, qu'en est-il de ces discussions et de quoi s'agit-il plus précisément ? Alors un peu de contexte. En 2015, sous Obama, un accord sur le nucléaire est signé entre l'Iran et les États-Unis. Et les boîtes françaises recommencent à traiter avec l'économie iranienne dans le secteur de l'automobile et du nucléaire. Sauf qu'en 2018, Trump rompt cet accord et rétablit les sanctions en Iran. Les investissements états-uniens, mais aussi étrangers, se retirent brutalement de l'économie iranienne. Et au cœur de ces sanctions, il y a le développement du nucléaire iranien. Officiellement, le gouvernement iranien se défend d'un programme nucléaire, mais ça reste un repli stratégique pour faire face aux pressions. Puisque si l'Iran possède l'arme nucléaire, ça va foutre un gros coup de pression à ses voisins, eux aussi nucléarisés, que sont Israël et le Pakistan. Et si certains le craignent, c'est que l'Iran enrichit de l'uranium à un niveau qui pourrait dépasser le cadre seulement énergétique. Mais bon, ces degrés d'enrichissement de l'uranium, pour le moment, ils restent quand même très éloignés d'une utilisation militaire. Il faut savoir aussi que l'Iran, au fil des années, a su constituer une architecture de défense appelée l'arc de la résistance. Celui-ci, il passait par les milices chiites en Irak, le soutien au régime de Bachar al-Assad, le Hezbollah au Liban et l'armée houthi au Yémen, en proie depuis un long temps à une guerre civile meurtrière. Plus récemment, la reprise de discussions sérieuses avec l'Arabie Saoudite sous l'égide de la Chine offrait alors une place à l'international plus légitime à l'Iran. Et en plus, l'intégration il y a peu dans l'ensemble des BRICS+, renforce d'autant plus l'intégration de l'Iran dans un nouvel espace géopolitique. Sauf qu'il y a quand même un gros tournant le 7 octobre 2023. Et les chefs d'accusation à l'international se sont dirigés sans détour vers l'Iran. Et après plus de 2 ans pratiquement d'un nettoyage ethnique à Gaza mais aussi en Cisjordanie, l'État israélien, avec méthode, a attaqué intensivement le Hezbollah. En fait, le régime d'Assad tombait en faveur de milices islamistes plus respectables, et puis en plus de ça, les Houthis ainsi que les milices irakiennes chiites subissaient un feu nourri de la part d'Israël et surtout des États-Unis, avec en appui la France et le Royaume-Uni. Et si les milices irakiennes sont plus organiquement en lien avec le régime iranien, il n'en est pas de même pour les Houthis qui préservent leur propre agenda et leur propre liberté d'action, bien que leur aide logistique provienne d'Iran. Et donc toutes ces attaques, et notamment certaines directement sur le sol iranien, précédant la reprise des négociations, ont pour ainsi dire réduit à peau de chagrin l'arc de la résistance, qui a accru la faiblesse du régime, qui fait face aussi à des tensions internes. Je sais pas si vous vous rappelez, mais après le bombardement de son consulat en Syrie le 1er avril 2024, l'Iran a lancé 2 attaques contre Israël. En réponse, Israël a mené 2 frappes aériennes qui ont fortement endommagé la défense anti-aérienne iranienne. Par ailleurs, l'attentat perpétré à Kerman le 3 janvier 2024 lors des commémorations de la mort du général Qassem Soleimani, revendiqué par Daesh, a participé à la fragilisation du régime. Pour rappel, l'attentat a coûté la vie à plus de 80 civils. Et au passage, l'architecte de cet acte de la résistance était le général Qassem Soleimani, chef militaire clé du régime iranien et insaisissable pendant des années, qui a été abattu par un drone américain à l'aéroport de Bagdad en 2020 sous Trump. Et clairement, la mort de Soleimani, ça a été un choc majeur pour le régime iranien, parce que c'était un pilier des gardiens de la révolution et un élément clé de la stabilité du pouvoir. Et malgré la propagande officielle, la fragilisation du régime, elle s'est aussi révélée lors de l'assassinat du chef du Hamas à Téhéran le 31 janvier 2024, pendant l'investiture du nouveau président iranien. Et clairement, cette exécution, elle nous a permis de prendre conscience aussi du haut degré d'infiltration du régime par les services secrets. Après, faut dire
que sur le plan économique et social, les sanctions, elles ont aussi grave anémié l'économie iranienne. La population, elle fait face à un chômage important, une pauvreté galopante qui est renforcée par l'inflation, la corruption et soutenue par un programme militaire très coûteux. On parle là d'une nouvelle génération éloignée des acquis de la révolution islamiste de 79, ce qui change politiquement la donne. Le régime perd en cohésion et il est fort à parier que des portions importantes de l'État soutiennent patiemment la chute du régime pour un changement politique majeur. Il y a une sorte de révolution de palais alors que la population aspire à d'autres vents. Bon voilà, Paul, il vous a offert une petite photo qui éclaire bien les raisons qui pousseraient Donald Trump à négocier aujourd'hui avec l'Iran. Mais il est évident que le régime iranien, depuis 2018, porte son inclinaison vers la Chine, même si cette relation sino-iranienne, elle est loin d'être un conte de fées, puisque la Chine achète à bas coût le pétrole iranien, et surtout qu'elle utilise son poids politique pour mieux asseoir son influence dans la région. Voilà, encore une fois, le partenariat n'est en rien une alliance solide. Clairement, la fragilisation du régime en parallèle du basculement régional avec la politique génocidaire et expansive d'Israël offre un cadre de négociation en faveur des États-Unis, puisque la Chine n'a rien pu faire, du moins jusqu'à présent. Ces négociations, elles s'articulent parfaitement dans le prolongement des accords d'Abraham, chers à Donald Trump. Et même si des rumeurs parlent de déploiements militaires importants dans les îles britanniques de l'océan Indien, il semble évident qu'un scénario à l'irakienne n'est pas envisageable. Il se peut qu'à travers ces négociations, Donald Trump réimpose la loi des États-Unis, non pas seulement à l'Iran, mais dans toute la région, avec une visée stratégique partant sur un changement de régime en sa faveur dans un second temps. Le régime iranien montre de nombreuses failles, et d'ailleurs on l'a vu encore récemment avec l'explosion qui a paralysé le port stratégique de Shahid Rajai, causant des dizaines de morts et des milliers de blessés. Et quelle que soit l'origine de l'incident, ça met bien en lumière la mauvaise gestion structurelle de l'État. Voilà, j'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à nous dire et à dire à Paul qui l'a écrit si ça vous a plu. Est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous voyez les choses différemment? En tout cas, on se retrouve bientôt sur la chaîne du Canard Réfractaire pour une vidéo plus étoffée sur ce sujet. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine Actu Réfractaire. Prenez soin de vous. Ciao!